Tu as toujours entendu dire que l'eau bout plus vite lorsqu'on y ajoute un peu de sel. C'est un mythe, cela ne fait aucune différence et même si c'était le cas, il se pourrait au contraire que l'eau mette plus de temps à bouillir. Toutefois, cela peut donner un meilleur goût à tes pâtes, donc pourquoi pas. Les chauves-souris sont aveugles. C'est faux. Le mythe vient probablement du fait que ce sont des créatures nocturnes et qu'elles ont des capacités auditives extraordinaires. Elles chassent surtout quand il fait sombre et se fient à un sens appelé écholocalisation. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont aveugles. Leurs yeux ne sont pas inutiles, ils sont juste adaptés aux conditions de faible luminosité. Une baleine bleue est si grosse que sa langue peut peser autant qu'un gros éléphant. Rien à dire, ces animaux sont énormes. Tu perds plus de chaleur par la tête. C'est faux. La vraie raison pour laquelle les gens le croient est que lorsqu'il fait froid, notre tête est la partie du corps la plus susceptible de rester découverte. Si nous sortions dehors en portant juste un t-shirt, nous perdrions de la chaleur par les bras, sans parler des jambes, des pieds et d'autres parties. Donc, n'oublie pas ton bonnet. La théorie de la carte de la langue stipule que nous avons différentes parties pour différents goûts. Pas vraiment, il y a des papilles gustatives individuelles qui sentent certaines saveurs plus que d'autres. Mais cela ne veut pas dire qu'une zone sent le sucré plus qu'une autre. Des études ont montré que toutes les zones de la bouche ont des papilles gustatives sensibles à tous les goûts. Regarde cette carte de la langue de la baleine bleue, on dirait qu'elle a un faible pour le plancton. Les dinosaures étaient géants. C'est faux, les films les montrent comme d'énormes lézards écailleux, mais c'est très réducteur. Tout d'abord, il y avait de nombreuses espèces de dinosaures plus petites, et certaines d'entre elles étaient aussi petites qu'une dinde ou un pigeon. De plus, certains dinosaures, comme le T-Rex, étaient couverts de plumes, surtout au début de leur vie. L'oxygène est incolore, c'est partiellement vrai. Sous forme de gaz, il n'y a pas de couleur, mais sous forme solide ou liquide, il a une teinte bleu ciel. Les caméléons changent de couleur pour s'adapter à leur environnement. C'est faux. Ce serait probablement très fatigant pour eux. En réalité, d'autres facteurs comme l'humeur, la température ou la quantité de lumière qu'ils reçoivent affectent leur couleur. Lorsque les caméléons se détendent et étirent leurs cellules, les cristaux qui se trouvent à l'intérieur sont affectés par la lumière. Ces animaux utilisent les cristaux pour communiquer entre eux, donc par exemple, les teintes plus sombres montrent qu'ils ne sont pas de très bonne humeur. Les Néandertaliens ne sont pas nos ancêtres. Faux, bien qu'ils aient cohabité avec les Homo sapiens à un moment donné, mais dans des régions différentes de la planète. Ils ne sont donc pas seulement une étape du développement humain, mais une lignée différente. Ils étaient aussi assez créatifs. Ils utilisaient le feu, fabriquaient des outils, mangeaient des plantes médicinales, se nettoyaient les dents et bien d'autres choses similaires à notre espèce. Les Néandertaliens se sont probablement éteints à cause des changements climatiques extrêmes. Les dindes peuvent rougir. Celle-là est vraie. Elles sont comme nous sur ce point. Lorsqu'elles sont en colère, excitées ou même mal à l'aise, la peau de leur cou et de leur tête devient rouge. Contrairement à ce que leur nom indique, les trous noirs ne sont pas vraiment des trous. Ce sont des objets très denses qui exercent une attraction gravitationnelle extrêmement forte. Les flamants roses sont des animaux super cool. Et ils plient leurs jambes au niveau du genou. C'est faux. En réalité, ils les plient au niveau des chevilles. Car les genoux sont plus proches du corps et sont recouverts de plumes. Les pommes de supermarché sont fraîches. Pas tout à fait. En fait, elles peuvent avoir jusqu'à 1 an, puisqu'elles sont souvent cueillies entre août et novembre. Après cela, elles sont recouvertes de cire et séchées à l'air chaud. Enfin, elles sont envoyées en chambre froide et après 6 à 12 mois, on les trouve dans les rayons des supermarchés. L'eau en bouteille a une date d'expiration. C'est vrai. Mais cela ne signifie pas que c'est l'eau qui expire. C'est la bouteille. Le plastique commence à se diluer dans l'eau et des substances chimiques indésirables apparaissent. L'invention du sachet de thé n'était pas vraiment prévue. Vrai. Au début du XXe siècle, Thomas Sullivan a rempli des petits sachets en soie avec des échantillons de feuilles de thé et les a envoyés à ses clients. L'idée était de les ouvrir et de jeter les feuilles de thé dans l'eau chaude. De nombreux clients pensaient qu'ils étaient censés mettre ces sachets directement dans la théière sans les ouvrir. Le sachet de thé a subi depuis quelques améliorations. Il a reçu une ficelle et une étiquette en papier au bout. Et c'est ainsi que cette invention géniale est née. La foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. C'est faux. L'Empire State Building a un jour été frappé 8 fois en seulement 24 minutes. Il y avait un orage terrible et rien ne peut généralement éloigner la foudre de l'endroit qui a été frappé. Si un lieu frappé présente des caractéristiques qui ont attiré la foudre en premier lieu, comme la forme du terrain, l'eau stagnante ou la hauteur, il peut l'attirer à nouveau. Tu as tellement envie d'ADN dans ton corps que tu pourrais l'étirer sur une distance du Soleil à Pluton pour un aller-retour. C'est vrai. Et pas seulement une fois, mais pas moins de 17 fois. Mais bien sûr, tu ne seras plus vraiment le même après avoir fait ça. Les crocodiles sont l'une des espèces les plus anciennes du monde.
Ils existent depuis 200 millions d'années déjà. Les opossums dorment en se pendant par la queue. On peut voir ça dans les dessins animés et sur certaines photos, mais en général, ils ne le font pas. Leur queue est effectivement très puissante, ce qui fait que ces animaux peuvent s'agripper à des branches et porter leur poids, mais seulement pendant de courtes périodes. Les adultes sont vraiment trop lourds pour rester dans cette position pendant trop longtemps, si bien qu'ils ne se reposeraient pas beaucoup. Les poissons rouges ont une mémoire de 3 secondes. C'est faux. Ces poissons colorés sont en fait très intelligents. Une étude a montré que les poissons rouges pouvaient faire la différence entre 2 chansons classiques. Ils n'apprennent pas très vite, c'est vrai, mais après plus de 100 séances, ils y sont parvenus. Ce qui ne serait pas possible si leur mémoire ne durait que 3 secondes. Un certain type de salamandre, tu n'as qu'à lire tout ça tout seul, peut étendre sa langue sur la moitié de la longueur de son corps en seulement 7 millisecondes. Vrai. C'est 50 fois plus rapide qu'un clignement d'œil. On peut faire plusieurs tâches à la fois. C'est faux. Consulter ses emails, parler au téléphone, cuisiner, il semblerait que faire plusieurs choses en même temps permet de gagner du temps. Mais les recherches montrent que le multitâche n'est pas tout à fait possible. Notre cerveau est câblé pour faire une chose à la fois, et lorsque nous pensons en faire plusieurs, il s'agit plutôt de changer rapidement de tâche. Ce qui peut finir par prendre plus de temps au lieu de nous en faire gagner, et réduire notre capacité d'attention. La Terre n'est pas la seule planète avec de l'eau. La NASA a découvert que Jupiter abritait un océan contenant 2 fois plus d'eau que notre planète. Il se trouve juste sous une couche de glace. Même Mars a de l'eau liquide. Il semble que la Terre soit ronde, mais l'est-elle vraiment ? Techniquement, elle a des pôles aplatis, ainsi qu'un renflement à l'équateur, si bien qu'elle a plutôt la forme d'un ellipsoïde. Les zombies existent vraiment. Vrai. D'accord, les humains ne peuvent pas se transformer en zombies comme on le voit dans les films, mais le règne animal a ses zombies. Par exemple, il existe un type de champignon qui prend le contrôle des fourmis en répandant des produits chimiques spécifiques dans leur cerveau. Cela pousse la fourmi à quitter sa colonie pour chercher un endroit où ce champignon veut vivre. La plus grande chute d'eau du monde se trouve sous l'océan. Vrai. Elle est située dans la mer du Nord. L'eau de mer froide est plus dense que la chute d'eau tiède. Et la cascade fait presque 3 km de haut. La plus petite guêpe du monde n'est pas plus grande qu'une amibe. Vrai. Cette guêpe possède les mêmes parties du corps que les autres insectes, comme les yeux, les ailes, le cerveau, les pattes et bien plus encore. Mais elle ne mesure que 0,02 mm de long, ce qui, dans la plupart des cas, la rend plus petite que les organismes unicellulaires, également appelés amibes. La neige ne peut être que blanche. C'est faux, et on ne parle pas de la neige près des bouches à incendie. Par exemple, il existe des montagnes dont la neige est rose, comme la Sierra Nevada en Californie. Sa couleur est causée par un certain type d'algue qui y vit. Aurora borealis a une sœur. Vrai, elle s'appelle Aurora australis, et tu peux la voir dans l'hémisphère sud. Le meilleur moment pour la voir est l'hiver austral. Plus de 99% des atomes sont constitués de vide. Vrai. Si on rassemblait toutes les personnes du monde et qu'on enlevait tout l'espace vide entre leurs atomes, la population de la Terre tiendrait dans le volume d'une orange. Les dauphins communiquent et s'appellent par leur nom. Vrai. Ils utilisent des sifflements vocaux spécifiques pour s'identifier les uns les autres. L'eau des toilettes tourne dans des sens opposés dans les 2 hémisphères. C'est faux. Le sens est le même, que les toilettes se trouvent en Australie ou en France. Un escargot peut faire une sieste assez longue. C'est vrai, certains spécimens peuvent dormir pendant environ 3 ans d'affilée. Les requins peuvent détecter une toute petite goutte de sang à des kilomètres à la ronde. Pas tout à fait. Bien sûr, la région de leur cerveau chargée de sentir les odeurs est très développée, mais l'océan est vraiment vaste, et les molécules odorantes mettent du temps à se répandre dans un liquide. Par une belle journée avec des courants favorables, un requin peut sentir sa proie à une distance de quelques terrains de football, mais pas à des kilomètres. Enfin, les pingouins demandent leur promise en mariage. Vrai, ils sont monogames et après avoir choisi une compagne, le mâle donne à la femelle un caillou pour lui montrer son affection. Le problème avec l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures, ce n'est pas vraiment l'astéroïde en soi, mais plutôt le lieu de l'impact. Ce caillou de l'espace a vraiment choisi le mauvais endroit pour percuter la Terre. L'angle de l'impact était aussi mal choisi. S'il s'était écrasé à la verticale, il y aurait eu moins de dégâts. Mais l'impact avec un tel angle a soulevé d'énormes quantités de poussière dans les airs. Après le désastre, des tonnes de suie ont pris feu. Il y a 65 millions d'années, seulement 13% de la surface de la Terre contenait assez de soufre et de pétrole pour former de grandes quantités de suie. Si l'astéroïde était tombé sur les 87% restants du territoire terrestre, les dinosaures existeraient probablement encore aujourd'hui. Mais il a impacté le pire endroit possible et soulevé 1 million de tonnes de matière inflammable dans l'air.
Un nuage de particules incandescentes a empli le ciel et s'est déplacé au-dessus de la surface terrestre. Puis ces particules se sont posées au sol et ont déclenché de très nombreux incendies. En brûlant, les arbres ont libéré encore plus de suie. Mais l'astéroïde n'a pas seulement impacté une surface rocheuse, il est tombé sur la côte dans un lieu où le fond marin était riche en sulfate. Un incendie s'est déclenché suite à l'impact, ce qui a libéré de l'acide sulfurique dans l'atmosphère. L'air est devenu toxique. Les dinosaures n'avaient aucune chance. Imaginons maintenant que l'astéroïde se soit écrasé à un autre endroit, au milieu de l'océan par exemple. Des vagues géantes auraient inondé une partie de la surface terrestre, mais la plupart des dinosaures auraient survécu. Encore mieux, l'astéroïde aurait pu s'écraser quelque part dans le désert en créant un cratère géant. Et c'est tout. Les quelques dinosaures qui passaient par là n'auraient bien évidemment pas survécu, mais la situation n'aurait pas été si catastrophique. Bon, mettons que les lézards géants soient toujours les animaux dominants sur notre planète. Ils empêchent les autres animaux de se développer, puisque les tyrannosaures et autres reptiles féroces chassent les mammouths et autres créatures. La population de mammifères décline. Les vélociraptors se battent contre les tigres à dents de sabre et les ours pour leur territoire. C'est une bataille pour la survie qui commence entre les dinosaures et les autres animaux. Puis arrive l'âge de glace. Certains reptiles ne survivent pas. De nouveaux acteurs entrent en scène. Les premiers ancêtres des humains. Difficile de cohabiter avec les dinosaures. Ils attaquent les campements et les grottes. Les ancêtres des humains doivent construire des murs pour se protéger. Au passage, le tyrannosaure n'est pas si dangereux que ça pour l'être humain, contrairement à ce que tu crois. De récentes recherches ont montré que beaucoup de proies réussiraient à fuir devant ce prédateur. Oui, dans les films, il rattrape des voitures sans aucun problème. Mais dans la réalité, il ne ferait pas si peur. Les paléontologues et les biologistes ont analysé les os du tyrannosaure et ont découvert qu'il ne pouvait pas courir bien vite. Le maximum de sa vitesse correspond à la moitié de celle d'un athlète. Des milliers d'années passent et les gens ont appris à vivre avec les dinosaures. Ils ont même réussi à apprivoiser certains gros lézards. Ils ont domestiqué les dinosaures herbivores pour développer l'agriculture. Les tricératops et les taureaux labourent les champs ensemble. Imagine des fermes pleines de diplodocus et de brachiosaures. Les gens grimpent sur leurs longs coups et cueillent les fruits des branches les plus hautes. Les stégosaures protègent les troupeaux des loups et des vélociraptors. Les dinosaures à carapace, comme les ankylosaures, aident les humains à traverser les déserts. Ils portent de lourdes charges, comme les chameaux et les ânes. Les humains partagent la planète avec ces grands lézards et vivent en harmonie. La situation est bien différente dans les océans et les mers. Les reptiles aquatiques attaquent les navires faits de bois et attrapent tout le poisson. Imagine que tu sois en train de naviguer vers un autre continent dans un navire plein de céréales, de tissus, de fourrures et d'autres biens. Tout à coup, un mosasaure géant apparaît à l'horizon. C'est l'un des dinosaures aquatiques les plus puissants. À côté, un requin blanc ressemble à une sardine. Cette créature pourrait facilement battre un mégalodon. Tu le croises donc en pleine mer. Il mord la coque du navire et le tire sous l'eau. Les dinosaures aquatiques sont le principal obstacle à la communication entre les continents. Par conséquent, le progrès est ralenti de quelques centaines d'années. Les humains commencent à construire des navires en métal et parviennent à créer des liaisons maritimes. Un problème similaire se présente avec les premiers avions. Imagine que tu sois à bord d'un Boeing. Tu regardes par le hublot et tu vois un ptérodactyle. Ah non, c'est impossible! Ces lézards ailés ne sont pas assez rapides. Mais ils peuvent rattraper les hélicoptères ou les vieux biplans. C'est une vraie menace pour les avions. Les gens décident donc d'installer des systèmes de protection sonore à bord. Les ptérodactyles entendent un ultrason de loin et s'enfuient. Les gens équipent les sous-marins et les navires avec ce même système à ultrasons. Les humains ont compris comment se défendre. Mais un autre problème se présente. Ces lézards sont les rois de la faune et ils pourchassent toutes les autres espèces animales. Les dinosaures traversent la savane africaine et des lézards à fourrure vivent dans les forêts en hiver. Les lions, les loups et les ours ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les rhinocéros se battent contre les Parasaurolophus. Les stégosaures attaquent les hippopotames et envahissent leur territoire. Les jungles sont peuplées de dinosaures venimeux qui peuvent grimper aux arbres et chasser les singes. Imagine un singe reptilien qui saute d'un arbre à l'autre.
Pour sauver les animaux normaux de l'extinction, les humains doivent tenir sous contrôle les populations de reptiles prédateurs. Ils créent alors des réserves et des parcs naturels partout dans le monde pour accueillir ces reptiles et les séparer des autres animaux. Les dinosaures sont désormais sous contrôle. Les grands reptiles ne représentent plus un danger et les humains commencent à élever des petits dinosaures inoffensifs. Certains veulent des caméléons chez eux, d'autres préfèrent les Microceratus. Des expositions de dinosaures sont organisées. Les gens promènent leurs dinosaures comme si c'était des chiens. Les gens font des selfies avec leurs reptiles. Ils vont faire du shopping et se rendent au café. Les dinosaures sont devenus la norme. Ils sont presque mignons. Les humains vont à cheval, à dos de chameau, mais aussi à dos de Pasaurolophus et de Pachycéphalosaures. Ils ont aussi essayé d'apprivoiser les vélociraptors, mais n'ont pas réussi. Ce sont des reptiles dangereux et ils ne sont pas capables d'obéir. Il est aussi difficile d'apprivoiser un vélociraptor qu'un alligator. Malgré tout, les chiens et les chats sont encore plus populaires car ils sont plus intelligents. Le cerveau d'un dinosaure fait presque la taille du cerveau d'une poule. Mais qui sait, s'ils avaient survécu jusqu'à aujourd'hui, ils auraient peut-être évolué et seraient devenus plus intelligents. Ça aurait été un vrai problème pour les humains. Certains chercheurs pensent que les dinosaures n'auraient quand même pas survécu, même sans météorite. Ils devaient supporter leur poids colossal. C'était beaucoup trop lourd pour leurs os et leurs articulations. Ils n'auraient pas survécu à l'âge de glace avec ces caractéristiques. Mais les plus petits lézards auraient peut-être survécu. Les dinosaures rapides et agiles comme les vélociraptors et les pachycéphalosaures auraient survécu. Mais sous quelle forme ? Est-ce que les dinosaures ont évolué en quelque chose que l'on connaît déjà ? Prenons de bonnes vieilles poules par exemple. De nombreux chercheurs pensent qu'elles descendent directement du formidable tyrannosaure. Cet oiseau a des gènes en commun avec le dinosaure. Ouais, difficile à croire. Mais observe le corps et la démarche d'une poule. Enlève-lui ses plumes, recouvre-la d'écailles et mets-lui une mâchoire dentée au lieu d'un bec. Voilà un mini T-Rex. Il n'y a pas que les poules qui descendent des dinosaures. Beaucoup d'oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. C'est étonnant, mais les alligators, les serpents, les crocodiles et les varans ne sont pas aussi proches de leurs ancêtres dinosaures que les pélicans, les cigognes et autres créatures volantes. Après des millions d'années d'évolution, les pattes des dinosaures se sont transformées en ailes et les mâchoires allongées se sont transformées en bec. La génétique des oiseaux permet de comprendre les dinosaures. Les pélicans ressemblent à des ptérodactyles et les autruches à des vélociraptors. Il existe probablement d'autres animaux qui ont des gènes en commun avec nos gros lézards. Si cette météorite ne s'était pas écrasée sur Terre, tous les dinosaures auraient évolué en créatures complètement différentes et inattendues. Les chercheurs veulent étudier attentivement l'ADN des oiseaux et essayer de remonter l'évolution grâce à l'ingénierie génétique. Ils espèrent pouvoir faire naître des dinosaures un jour. Pour ce faire, ils doivent trouver un génome spécifique qui est resté inchangé pendant des dizaines de millions d'années. Ce génome se cache dans l'ADN et il n'est pas si facile de le trouver et de l'extraire. Tu crois qu'en 2050, on verra naître des dinosaures ? Grâce aux nouvelles découvertes de fossiles et aux nouvelles technologies, nous en apprenons de plus en plus sur la biologie des dinosaures. Certaines personnes se satisfont parfaitement de savoir que certains d'entre eux étaient immenses, terrifiants et agressifs. Mais pour celles qui veulent en savoir plus, l'utilisation de la biologie comparative, l'analyse des pigments et de nouvelles radiographies puissantes nous ont permis de mieux comprendre des caractéristiques spécifiques comme leur couleur, leurs comportements alimentaires et la forme de leur langue. Oui, la forme de leur langue a été pendant bien longtemps une sorte de mystère. En effet, les parties molles et charnues des dinosaures ne sont pratiquement jamais conservées sous forme de fossiles. Mais grâce à la découverte de quelques vestiges d'os hyoïdes qui sont situés à la racine de la langue, devant le cou, nous en avons désormais un aperçu. La plupart des animaux ont cet os hyoïde qui ancre la langue. La forme et la complexité de l'os déterminent la liberté de mouvement de celle-ci. Les scientifiques ont découvert que presque tous les dinosaures avaient une langue simple, posée à plat, extrêmement similaire à la langue que l'on trouve aujourd'hui dans la gueule d'un crocodile. Jetons un coup d'œil à certains dinosaures spécifiques et commençons par le brachiosaure. La plupart des gens connaissent ce dinosaure à cause de son cou. Tu sais, celui qui pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres de long.
Bien que son cou soit son trait le plus distinctif, son nom se traduit en fait par « lézard à bras » en grec ancien. Il est de notoriété publique que le brachiosaure était l'un des plus grands dinosaures à avoir jamais vécu. En moyenne, il atteignait 23 mètres de long et 12 mètres de haut. C'est à peu près la longueur de 2 bus scolaires et la hauteur d'un immeuble de 4 étages, même si aucun de ces objets n'existait à l'époque de ce grand bonhomme. On connaît des fragments d'os de jambes et de vertèbres appartenant à des espèces de dinosaures encore plus grandes, mais ces restes de squelettes sont trop incomplets pour déterminer leur taille exacte. Donc, ce dinosaure a peut-être été le plus grand de tous les temps. Herbivore réputé, Dieu merci, le brachiosaure aurait mangé jusqu'à 400 kg de matière végétale sèche par jour. La majeure partie était constituée de conifères, de ginkgo et de cycas. Cette cible était peut-être difficile à atteindre pour ce dinosaure, car les chercheurs ont appris que ses dents étaient en forme de cuillère et n'étaient pas idéales pour mâcher la nourriture. Cela signifie que la créature aurait avalé la végétation entière, car ses dents étaient adaptées pour la dépouiller des branches, mais pas pour briser de gros morceaux de plantes. Ceci, ainsi que la forme du corps du dinosaure, suggèrent que le brachiosaure aurait préféré se nourrir aussi vite que possible. Les dinosaures comme lui ne se servaient pas toujours de leur capacité à dépouiller des arbres imposants pour manger. Les brachiosaures voyageaient en troupeau, se déplaçant vers l'endroit suivant une fois qu'ils avaient épuisé toute la végétation locale. Et vraiment, toute la végétation locale, pas seulement celle qui pendait haut sur les arbres. Il est probable que la créature complétait son alimentation avec de la végétation à des niveaux plus bas, surtout après s'être occupé de tous les arbres à proximité. Cette méthode d'alimentation était la plus intéressante d'un point de vue énergétique pour ce géant. Les chercheurs estiment qu'en grignotant de la végétation plus basse, les dinosaures économisaient jusqu'à 80% d'énergie par rapport à la recherche de sources de nourriture plus hautes. Ils ont également découvert que les narines du brachiosaure se trouvaient sur l'avant de son visage et non sur le dessus. C'est parce que nous savons maintenant que les troupeaux parcouraient des plaines inondables fertiles. Pendant des décennies, on a pourtant cru que ces créatures vivaient dans de profonds marécages. Examinons une autre idée reçue courante sur un dinosaure bien connu. Voici le fameux Tyrannosaurus rex, qui est sans doute le plus célèbre de tous les dinosaures. Des découvertes faites au cours des 100 dernières années ont révélé que les théropodes avaient une peau fortement emplumée. Les théropodes sont la famille de dinosaures à laquelle appartient le T-Rex, alors naturellement, les gens ont commencé à penser que la créature aurait également été couverte de plumes. Cependant, une étude de 2017 a pris des empreintes de peau du dinosaure emblématique et n'a trouvé aucune trace des structures nécessaires pour supporter des plumes. Si le T-Rex avait eu des plumes, elles auraient été limitées à son dos. Les chercheurs admettent que d'autres grands dinosaures de la même famille que le T-Rex ont été découverts avec leurs restes couverts de plumes. Un exemple de cela pourrait être le dinosaure Eutyrannus. Mais pour l'instant, la théorie acceptée est que les plumes n'étaient pas une caractéristique commune des T-Rex. Il est donc plus tentant de croire que les plumes étaient exclusives aux petits Tyrannosauridae et qu'elles étaient là pour garder la créature au chaud. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que les plumes étaient une caractéristique exclusive de la famille des théropodes, mais cette théorie a été démontée. Des preuves fossiles découvertes en Sibérie suggèrent désormais que plusieurs groupes familiaux différents de dinosaures avaient des plumes. Les fossiles sibériens en question appartenaient à une autre espèce de dinosaure. Ce dinosaure, que l'on va surnommer Koulinda, avait une structure de bassin similaire à celle d'un oiseau et mesurait environ 1,20 m de long, soit à peu près la taille d'un réfrigérateur. Comme les plumes des dinosaures servaient à les réchauffer, il est tout à fait possible que les dinosaures des climats froids aient eu plus de plumes que leurs homologues des climats chauds. En général, les animaux plus grands ont moins de mal à rester au frais. Il est donc probable que les grands dinosaures qui vivaient dans ces climats chauds n'avaient pas de plumes du tout. Les dinosaures plus petits qui vivaient dans des climats froids, au contraire, avaient beaucoup de plumes. Nous savons même désormais à quoi ressemblaient certains des dessins et motifs de ces plumes sur les dinosaures, grâce à la découverte d'un ornithomimus complet avec des empreintes de plumes et de peau. Le nom de ce dinosaure est dérivé du grec et se traduit en fait par « imitateur d'oiseaux ». Il mesurait en moyenne 3,30 m de long, presque autant qu'une girafe, et bien qu'il ait été omnivore, il n'avait pas de dents.
Ses autres caractéristiques distinctives comprenaient 3 doigts qui étaient tous de la même taille. Et malgré son crâne aux os fins, il avait aussi de grandes cavités cérébrales. Ses jambes étaient extrêmement longues, en particulier les os de ses pieds. Si l'on ajoute à cela son bec édenté et son long cou, on peut dire qu'il ressemblait beaucoup à une autruche. Bien qu'il n'ait pas été aussi grand que le brachiosaure ou les autres dinosaures en général, il était plus grand que n'importe quel autre oiseau au monde. Et ce ne sont pas seulement les membres de l'Ornithomimus qui le faisaient ressembler à une autruche. Il avait aussi des motifs de plumes très similaires. Sa tête, son cou et le bas de ses pattes étaient pour la plupart dépourvus de plumes, mais le reste de son corps était bien recouvert d'un plumage duveteux. C'est ainsi que l'on appelle la couche de plumes d'un oiseau dans son ensemble. Il est possible, tout comme l'autruche, que le dinosaure ait utilisé ce plumage inhabituel pour réguler sa température corporelle. Bien que certains dinosaures aient possédé des plumes comme les oiseaux, en plus d'être leurs cousins éloignés, ils n'avaient toutefois pas le type de plumes nécessaires au vol pendant la majeure partie de leur existence sur Terre. Les plumes trouvées dans des empreintes fossiles ou conservées dans l'ambre ont permis aux chercheurs de mieux comprendre pourquoi ces créatures n'étaient pas très aérodynamiques. La structure de ces plumes semble être très simple, avec une tige centrale mal définie et flexible. Ces plumes auraient mieux servi à n'importe quel dinosaure comme accessoire de mode, car elles auraient permis d'attirer l'attention des autres dinosaures. Ces plumes auraient également eu la capacité de réguler la température du corps. Tu es surpris d'apprendre que les dinosaures avaient des plumes semblables à celles des autruches ? Attends de savoir que leur lointain cousin reptile avait quelque chose qui ressemblait à de la fourrure. Voici le ptérosaure. Son nom est dérivé du grec ancien et se traduit par « lézard ailé ». Tout comme les dinosaures, on pensait initialement qu'il avait une peau écailleuse ou coriace sur tout le corps. Mais au cours du XXe siècle, des examens de fossiles ont révélé que de nombreuses parties du corps du ptérosaure étaient couvertes de fourrure. L'envergure de ses ailes pouvait atteindre plus de 7 mètres, soit à peu près la longueur d'un bus londonien. Sa mâchoire édentée était très longue et ressemblait à celle d'un pélican. Comment quelque chose qui ressemble à un pélican peut-il être aussi terrifiant ? Cette créature était recouverte de pycnofibres. Il s'agit de structures simples dont la composition ressemblait à celle d'une plume, mais qui ressemblaient à des brins de fourrure. D'autres recherches suggèrent que certaines parties du corps du ptérosaure avaient des sortes de plumes plus complexes avec des brins ramifiés. Si cela est exact, ce serait la première fois que l'on trouve des plumes sur un animal qui n'est ni un dinosaure ni un oiseau. Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et revenir en 1969, tu verrais quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas un désert quelconque, il s'agit de l'une des plus puissantes chutes d'eau du monde, mais complètement à sec. Au cours de l'été et de l'automne 1969, pendant une durée de 6 mois, la partie américaine des chutes du Niagara est restée sans eau. Les chercheurs voulaient étudier la paroi rocheuse des chutes. Ils craignaient qu'elle ne devienne trop instable à cause de l'érosion. L'érosion est le processus par lequel les forces naturelles telles que l'eau et le vent usent les matériaux terrestres. Par exemple, si tu vois la glace d'un glacier devenir boueuse, cela signifie qu'il y a érosion. Les 3 chutes d'eau qui traversent la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis forment ensemble ce qu'on appelle les chutes du Niagara. De la plus grande à la plus petite, ces 3 chutes ont été baptisées les chutes en fer à cheval, les chutes américaines et les chutes du voile de la mariée. Les chutes américaines se trouvent entièrement du côté américain, tandis que les chutes en fer à cheval se trouvent principalement du côté canadien, séparées par l'île de Goat. Les chutes du voile de la mariée, les plus petites, se trouvent du côté américain, mais sont séparées des autres par l'île Luna. Beaucoup de gens ne croyaient pas qu'on pouvait aller à l'encontre de la puissance de la nature et empêcher de telles quantités d'eau de s'écouler. Mais on l'a fait. Il a fallu construire un barrage de 183 mètres sur l'énorme rivière Niagara pour arrêter ces chutes impressionnantes. Cela signifie qu'il a fallu détourner 227 000 litres d'eau par seconde pour que le reste du débit passe par les plus grandes chutes en fer à cheval, celles qui se trouvent entièrement du côté canadien de la frontière. Plus de 27 000 tonnes de roches ont été utilisées pour construire ce barrage. Plus d'1 millier de camions ont transporté ces roches durant la chaleur de cet été 69. Le 12 juin, les chutes américaines se sont arrêtées après avoir coulé sans interruption pendant plus de 12 000 ans.
Les chutes en fer à cheval ont alors absorbé le débit supplémentaire pour que les recherches puissent être menées à bien. Mais les habitants étaient toujours inquiets. Ils savaient qu'il n'était pas possible de contrôler de telles quantités d'eau. Ils craignaient que l'eau ne prenne un autre chemin et ne provoque une inondation catastrophique. Ils craignaient aussi que les touristes ne viennent plus, si les équipes ne parvenaient pas à faire couler les chutes comme avant. Mais les touristes ont continué à venir, même cet été-là. Et ils ont eu la chance unique de voir quelque chose que personne n'avait jamais vu avant ou après. Pendant cette période, une passerelle temporaire a même été construite à 6 mètres seulement du bord des chutes asséchées. Elle a permis aux ouvriers de nettoyer le fond de ce qui était autrefois une rivière. Ainsi, les touristes pouvaient s'y rendre et y explorer le paysage sauvage des chutes qui étaient habituellement sous l'eau, hostile et inaccessible en temps normal. En explorant le fond asséché des chutes, les chercheurs sont tombés sur des millions de pièces de monnaie que les gens avaient jetées dans l'eau au fil des décennies, pour faire un vœu ou pour toute autre raison. Ils ont retiré la plupart de ces pièces et on peut se demander ce qu'ils ont fait de cet argent. Quoi qu'il en soit, depuis quelques décennies, les touristes sont de plus en plus nombreux à venir ici. Imagine tout ce qu'ils pourraient trouver maintenant. De nouvelles pièces de monnaie, bien sûr, mais aussi des appareils photo perdus, des drones et des téléphones portables tombés, et d'autres objets que des visiteurs imprudents pourraient accidentellement avoir laissé tomber dans les chutes. L'idée de retirer toute l'eau et de transformer les chutes du Niagara en désert s'est avérée possible. Mais il faudrait peut-être recommencer. En 2020, les médias ont rapporté que 2 passerelles devaient être remplacées ou réparées. Rien d'étonnant à cela puisqu'elles ont près de 120 ans. Ces passerelles sont situées au-dessus des rapides. Les experts ont débattu de la question de savoir s'il fallait ou non détourner à nouveau l'eau. On parle beaucoup des chutes du Niagara et certains pensent qu'elles sont les plus hautes du monde, mais ce n'est pas le cas. Elles sont certes époustouflantes de beauté, mais en termes de hauteur, il existe près de 500 autres chutes d'eau dans le monde qui sont plus hautes que celles du Niagara. À commencer par le Salto Ángel au Venezuela, qui mesure plus de 915 mètres de haut. Mais ce qui rend les chutes du Niagara si particulières, c'est la quantité d'eau qui s'écoule. Les chutes d'eau très hautes n'ont généralement pas de gros débit. C'est la combinaison de ces énormes quantités d'eau et de la hauteur qui rend les chutes du Niagara si impressionnantes. De plus, elles font partie des chutes qui se déplacent le plus rapidement sur notre planète. La rivière Niagara est apparue après la dernière période glaciaire, en même temps que tout le bassin des Grands Lacs dont elle fait partie. Il y a 18 000 ans, cette impressionnante chute d'eau n'existait pas. Des nappes glaciaires d'une épaisseur de 1500 à 3000 mètres recouvraient la région du sud de l'Ontario. En se déplaçant vers le sud, les nappes glaciaires ont créé les bassins des Grands Lacs. Puis elles ont fondu, libérant d'énormes quantités d'eau dans les bassins. En général, l'eau que nous buvons est une eau fossile. Seul 1% d'entre elles se renouvellent tout au long de l'année, les 99% restants provenant des nappes glaciaires. La péninsule du Niagara n'a pas été sous la glace depuis près de 12 500 ans. Lorsque la glace a fondu, les eaux qui en ont résulté ont commencé à s'écouler par ce qui est devenu plus tard la rivière Niagara, le lac Erie et le lac Ontario. Il a fallu beaucoup de temps, mais l'eau a fini par éroder les falaises et former ces chutes spectaculaires. Tu as peut-être remarqué que la rivière Niagara est d'un vert étonnant. Cette couleur nous montre à quel point l'eau est puissante lorsqu'il s'agit d'érosion. Chaque minute, les chutes du Niagara crachent plus de 60 tonnes de minéraux dissous. C'est tout cela, ajouté au sel et aux roches finement broyées, qui donne cette couleur magnifique. Les habitants des États-Unis et du Canada, ou plus précisément les plus d'1 million de personnes ayant accès à la région, utilisent les eaux de la rivière Niagara à différentes fins. Par exemple, la pêche, l'approvisionnement en eau potable, les activités récréatives, natation, navigation de plaisance, observation des oiseaux, la production d'énergie hydroélectrique et bien d'autres choses encore. La première centrale hydroélectrique au monde a été construite à la fin du 19e siècle, juste à côté des chutes. Très vite, elle a commencé à porter ses fruits, car on pouvait en tirer de l'électricité. Mais cette électricité ne pouvait parcourir que 100 mètres et il fallait donc améliorer les choses. C'est Nikola Tesla qui a relevé le défi et apporté les modifications nécessaires. Il a découvert que l'électricité pouvait parcourir de longues distances en utilisant un courant alternatif. Aujourd'hui, les différentes centrales électriques des chutes du Niagara fournissent plus de 2 millions de kilowatts d'électricité. Fait intéressant, ce n'est pas seulement en 1969 que les chutes du Niagara se sont arrêtées. En 1848, l'eau n'a pas coulé pendant 40 heures.
les chutes étaient déjà très populaires auprès des touristes et constituaient une source d'énergie utile pour la population locale. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient paniqué. Mais cette fois, c'est la nature qui était en cause. La glace a bloqué la source de la rivière Niagara. Un fermier américain a été le premier à s'en apercevoir. C'était le 29 mars et il est allé se promener juste avant minuit. Il s'est vite rendu compte qu'il n'entendait pas le puissant grondement des chutes. Il s'est rapidement rendu au bord de la rivière et est resté bouche bée. Il n'y avait presque plus d'eau. Les usines et les moulins ont dû fermer parce qu'ils dépendaient de cette eau. Les tortues ne savaient plus où aller, les poissons sont morts, certaines personnes se promenaient sur le fond de la rivière, ramassant les petites choses qu'elles y trouvaient en guise de souvenir. Mais 2 jours plus tard, le 31 mars, les gens ont entendu un grondement lointain venant de l'amont de la rivière. Il se rapprochait et s'amplifiait jusqu'à ce qu'un mur d'eau apparaisse devant leurs yeux. L'une des plus grandes attractions du monde, que des millions de touristes visitent chaque année, était de nouveau en activité, magnifique et finalement invincible, comme la nature doit l'être. Il fait nuit, et tu t'apprêtes à pénétrer dans la dernière demeure du pharaon Toutankhamon. Tu n'as pas de torche, mais tu t'es au moins muni d'une lampe de poche. Tu descends plusieurs étages, et tu remarques que les murs sont gravés de hiéroglyphes et de ce qui ressemble à un sort. Le sort dit « Ceux qui emporteront quoi que ce soit de cet endroit seront maudits ». Même si tu n'y crois pas vraiment, ça te fait un peu peur. Tu trouves une énorme porte en pierre. Est-ce un piège? Tu réussis à l'ouvrir, mais non, derrière, la salle est vide. Tu consultes ta carte. Il semble que tu suives la bonne direction. Au bout de plusieurs heures, tu comprends que tu es pris au piège dans un labyrinthe. Tu essayes de revenir sur tes pas, mais tu ne trouves plus la porte par où tu es entré. Ça y est, te dis-tu, tu es tombé dans le piège du pharaon. Et tu n'as rien apporté à manger. Nous avons tous vu des films hollywoodiens dans lesquels le personnage principal explore des ruines et se trouve confronté à des pièges très dangereux, n'est-ce pas? On nous a répété que la royauté égyptienne protégeait ses dernières demeures à l'aide de scorpions et de serpents venimeux, de portes coulissantes qui vous emprisonnent à vie et d'immenses rochers qui écrasent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Mais ces pièges étaient-ils vraiment réels? Je regrette d'avoir à te l'annoncer, mais il ne s'agit que de fiction. Ces pièges sont trop complexes techniquement pour que des civilisations anciennes aient pu les concevoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pièges du tout. Les civilisations anciennes, comme celles des Égyptiens et des Mayas, construisaient des monuments qu'elles dédiaient à leurs grands morts. Ces structures témoignaient souvent de la position qu'occupait la personne dans la société. Ainsi, pour les personnes vraiment importantes, les VIP de leur époque, on bâtissait d'immenses monuments qui abriteraient leurs dépouilles longtemps après leur disparition. Certaines de ces civilisations croyaient que la vie se poursuivait de l'autre côté du voile. C'est pourquoi on enterrait les gens avec leurs possessions. S'ils étaient riches et puissants, les sépultures étaient remplies d'or et de richesses. Imagine maintenant que tu vives en Égypte ancienne. Tu sais exactement où se trouvent tous les tombeaux des pharaons et tu as entendu des rumeurs sur les grandes richesses conservées dans ces lieux. Peut-être serais-tu tenté d'aller y jeter un coup d'œil? Il s'agit de grandes salles remplies du sol au plafond d'objets d'or, de bijoux et même d'argent. C'est vrai, c'est tentant. Et comme il n'y avait pas de gardien pour protéger l'entrée de ces lieux, les Égyptiens devaient faire preuve d'imagination pour préserver ces trésors. Les pièges étaient une solution très pratique. On construisait par exemple des salles vides à l'intérieur des monuments afin de confondre les voleurs. Examinons la dernière demeure d'Amenhotep III. Elle fut construite dans la ville de Luxor, dans un wadi secondaire de la vallée des rois. 2 ingénieurs français ont découvert le monument entre 1905 et 1914. Cette structure est immense et comporte plus de 10 salles reliées entre elles par de longs couloirs et de raides escaliers. La salle du roi est la mieux dissimulée, et avant de la trouver, un étranger sera perdu plusieurs fois dans ce sombre dédale. D'autres pharaons ont tenté de protéger leurs richesses en faisant construire des monuments dont les faux planchers dissimulaient des trous d'une profondeur pouvant aller jusqu'à 6 mètres.
Les visiteurs indésirables étaient ainsi découragés dans leurs recherches en voyant s'ouvrir le sol en chemin vers la chambre du roi. Outre les faux planchers, ils excellaient à construire de véritables labyrinthes de couloirs et de fausses murailles. Et les voleurs pouvaient mettre des heures avant de trouver la riche sépulture. Quant aux serpents venimeux, il est probable qu'ils soient venus d'eux-mêmes s'installer dans les fosses de ces monuments. Et sans doute ne restaient-ils pas très longtemps. Comment ces reptiles auraient-ils pu survivre des années durant sans nourriture dans cet obscur intérieur ? Oui, il s'agit donc bien encore d'une légende inventée par Hollywood. Si ces pièges te paraissaient ennuyeux, les archéologues ont trouvé un moyen de dissuasion intéressant dans la dernière demeure de la Reine Rouge de Palenque, au Mexique. Palenque était l'une des puissantes cités mayas du Mexique précolombien. On pense que la Reine Rouge était la grand-mère du dernier roi maya. Sans aucun doute, une personne d'une grande importance pour l'Empire. En son honneur, un immense monument fut construit pour conserver son corps après sa mort. La découverte de la tombe elle-même a été un véritable événement. Les archéologues ont trouvé un ancien monument en creusant sur le site en 1994. Ils ont d'abord vu une salle avec une porte cachée. Une fois la porte ouverte, ils ont découvert un long couloir. Enfin, au bout de ce couloir, se trouvait la chambre de la reine. Les archéologues étaient impatients de mettre au jour cette salle contenant la momie de la reine. Elle était entourée de perles, de coquillages de jade et de pierres précieuses. Mais en explorant les vestiges, l'équipe a remarqué quelque chose d'assez étrange. La pièce était couverte de poudre rouge. Les chercheurs connaissaient l'importance de cette couleur pour le peuple maya et savaient qu'ils s'en servaient pour décorer leurs vêtements et leurs bâtiments. Mais ils ne comprenaient pas la présence de cette substance inconnue dans la sépulture de la reine. Après en avoir rapporté un échantillon pour une analyse approfondie, ils ont découvert que cette poudre était du cinabre, un minéral très nocif. Cette poudre, lorsqu'elle est inhalée, peut causer de graves dommages à la santé d'une personne. L'équipe a conclu qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège pour ceux qui tenteraient de s'emparer de ces richesses. Les poudres toxiques sont peut-être les pièges les plus efficaces que nous ayons vus jusqu'à présent. Mais le moyen le moins onéreux d'éloigner les visiteurs indésirables était peut-être d'inscrire des sortilèges sur les surfaces des monuments. Nous en ririons probablement aujourd'hui, mais à l'époque, cela marchait extrêmement bien. Les sorts disaient généralement que quiconque emporterait quoi que ce soit connaîtrait un destin funeste. Certaines formules promettaient aux voleurs qu'ils perdraient leur maison dans de grands incendies ou de terribles inondations, d'autres que les malfaiteurs auraient des problèmes de santé incurables. Mais rien de tout ça n'a suffi à dissuader les pilleurs. D'étranges histoires semblent attester de la réalité de ces sortilèges. L'une d'entre elles est celle du célèbre égyptologue britannique Howard Carter, responsable de la découverte de la tombe du pharaon Toutankhamon dans les années 1920. Après des mois de fouilles infructueuses, Carter a découvert cette sépulture par hasard. Il a trouvé l'entrée d'un escalier sous le sol dans lequel il creusait depuis des mois. Aidé d'une équipe, il a dégagé les amas de sable qui en bloquaient l'entrée et a découvert une porte. Plusieurs symboles étaient gravés sur celle-ci. Et Carter savait que cela ne pouvait que signifier qu'une personne très importante avait été enterrée à cet endroit. Et il avait raison. À l'aide de son burin, il fit un trou dans le coin supérieur gauche de la porte en s'éclairant à la flamme d'une bougie. Il n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, de nombreux objets d'or ainsi que des joyaux brillaient de tout leur feu. Carter venait de découvrir la dernière demeure de Toutankhamon, perdue depuis 3000 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette découverte s'accompagna d'une série d'événements malheureux qui portent à croire qu'un sort avait été jeté. Quelques années plus tard, Carter mourut mystérieusement. Et certains de ses assistants perdirent leur maison dans des inondations, tout comme l'une des formules le promettait. Certaines personnes croient qu'il s'agit de simples coïncidences, car il n'y a aucune preuve du lien entre ces différents événements. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Était-ce un bon piège après tout ?
bestioles aux créatures colossales, tous les animaux tentent d'échapper à un mur de feu qui se déplace dans leur direction. La température augmente et tout ce qui se trouve autour commence à s'embraser. Bientôt, beaucoup d'animaux et de plantes sur Terre cesseront d'exister. Ce sont les conséquences de l'écrasement d'un astéroïde géant sur notre planète. Mais si les dinosaures avaient eu un certain esprit d'analyse, ils auraient pu deviner ce qui allait se passer. Car cet astéroïde était visible 1 an avant l'impact. Sans les lumières des villes, tous les points lumineux dans le ciel sont des étoiles. Certains d'entre eux sont des planètes qui reflètent la lumière provenant du Soleil, comme Mars. Mais l'un de ces points est un astéroïde. Plus tard, il sera connu sous le nom d'impacteur Chicxulub. Il tire son nom de la région de l'actuel Mexique où il est tombé. Bref, à ce stade, l'astéroïde ressemble à une étoile. Il a la même luminosité que Neptune. Tu aurais même pu le photographier avec un appareil de haute résolution. Si seulement les dinosaures avaient eu des pouces. L'impacteur traverse maintenant l'orbite de Jupiter. À cette distance, la Terre ressemble à un point bleu pâle. 1 mois avant l'impact. L'astéroïde est devenu beaucoup plus brillant. C'est maintenant le point le plus lumineux du ciel nocturne après la Lune. L'astéroïde croise l'orbite de Mars. Sa queue, composée de poussière et de gaz, est de plus en plus longue. Elle est maintenant aussi longue que 2 fois la distance entre la Terre et la Lune. 1 semaine avant l'impact. La queue de l'intrus fait maintenant 5 fois la distance entre la Terre et la Lune. Mais les dinosaures ne peuvent pas apprécier sa beauté. Pour eux, c'est juste un autre point brillant dans le ciel nocturne. Si cet astéroïde se dirigeait vers la Terre en ce moment, les scientifiques pourraient localiser l'endroit exact de son impact à 1 km près. Nous pourrions alors évacuer les gens de la zone et éviter une catastrophe majeure. 1 jour avant l'impact, l'impacteur Chicxulub occupe désormais la première place parmi les objets les plus lumineux du ciel. La lumière qui l'entoure, appelée halo, semble encore plus grande que la Lune elle-même. L'astéroïde croise maintenant l'orbite de la Lune. Il ressemble à un point lumineux qui laisse une traînée cendrée derrière lui. 1 heure avant l'impact. La lumière de l'impacteur Chicxulub est plus brillante que la pleine lune, et son mouvement peut être perçu à l'œil nu. Les nuits sur Terre ne sont plus sombres. Ce n'est que maintenant que les dinosaures commencent à être inquiets. Tous les animaux de la Terre commencent à chercher un abri. 10 minutes avant l'impact. L'astéroïde entre maintenant dans l'orbite de la Terre. Des milliers de petits fragments de sa queue commencent à tomber sur la planète. Cela ressemble à une pluie de météorites. Jusqu'à présent, ces fragments sont trop petits. Ils se consument tous dans l'atmosphère avant d'atteindre la surface de la planète. L'astéroïde s'approche de l'Amérique du Sud. Si quelqu'un le regardait depuis l'Europe, il ressemblerait à un coucher de soleil. Le point lumineux de l'impacteur Chicxulub passe derrière l'horizon. 2 minutes avant l'impact. Les dinosaures peuvent maintenant facilement voir la forme de l'astéroïde. S'ils savaient comment faire, ils pourraient même estimer sa taille. Il fait un peu plus de 10 km de diamètre, ce qui signifie qu'il a presque la taille de l'île de Manhattan. Et le poids du géant est de 7 billions de tonnes. Il vole vers la péninsule du Yucatan à une vitesse ahurissante de 12 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais aller de New York à Los Angeles en 10 minutes environ, mais tu prendrais feu en chemin. 10 secondes avant l'impact. L'impacteur Chicxulub s'approche maintenant du sol. Encore quelques mètres et... bam! Le ciel nocturne devient soudainement blanc. L'éclair est si brillant que le soleil n'est plus visible à ce moment-là. L'entrée de l'astéroïde provoque une puissante déflagration qui peut être entendue à l'autre bout du monde. L'énorme astéroïde commence à brûler à cause de la friction avec l'air. Il se réchauffe et se divise en plusieurs morceaux. Ces morceaux tombent en pluie sur la Terre. Après quelques secondes, la plus grande partie de la météorite frappe le sol. Sa masse et sa vitesse fournissent à l'impacteur de Chicxulub une énorme quantité d'énergie. L'instant d'après, une explosion surpuissante secoue le sol. L'onde de choc de la météorite commence à se propager à partir du lieu de l'impact. Elle arrache d'énormes morceaux de terre et d'arbres, puis les pousse au sol comme des dominos. La température de l'onde de choc est si élevée que tout ce qui se trouve autour du point d'impact s'enflamme. L'énergie libérée lors de la collision pénètre aussi profondément dans la planète. Cela provoque les tremblements de terre les plus puissants de l'histoire de la Terre. Ils génèrent à leur tour des vagues de tsunami aussi hautes que l'Empire State Building. 5 minutes après l'impact. La météorite laisse derrière elle un énorme cratère. Il est aussi large que le lac Huron et assez profond pour contenir 2 Everest et demi. Les dinosaures courent partout en panique. Ils essaient de fuir vers l'Amérique du Nord, mais la plupart d'entre eux ne parviennent pas à traverser les territoires marécageux inconnus. Un autre danger est la pluie de météorites en cours.
Des centaines de tonnes de cendres et de débris s'élèvent dans les airs. Chauffés à des températures très élevées, ils retombent sur Terre sous forme de lave liquide. Les cendres et la fumée emplissent l'atmosphère et bloquent les rayons du soleil. La Terre plonge dans l'obscurité. Pendant plusieurs semaines encore, notre planète est totalement sombre. Des pluies acides retombent sur sa surface sans discontinuer. Il y avait beaucoup de soufre dans les dépôts souterrains de la péninsule du Yucatan. L'énergie de l'explosion a évaporé tout ce soufre. Désormais, il se refroidit dans l'air, s'accumule dans les nuages et dégouline sur le sol. La plupart des animaux survivent à l'impact, mais l'extinction de masse se poursuit pendant encore de nombreux mois. La collision a plongé la Terre dans l'obscurité et cela a anéanti la plupart des plantes qui se nourrissaient de la lumière du soleil. Les dinosaures herbivores ont perdu leur principale source d'alimentation et commencent à disparaître. Mais ces herbivores sont le principal régime alimentaire des dinosaures carnivores. Et maintenant, les dinosaures comme le T-Rex n'ont plus rien à manger. Bientôt, ils s'éteignent aussi. En d'autres termes, ce n'est pas une météorite qui a anéanti les dinosaures, mais la famine et le changement climatique. Les météorites de cette taille tombent une fois tous les 100 millions d'années. Cela signifie qu'un tel événement pourrait se reproduire. Les humains parviendraient-ils à survivre à cette catastrophe ? De nos jours, nous pouvons regarder loin dans l'espace, et l'apparition d'un astéroïde de la taille de l'impacteur Chicxulub ne serait pas une surprise pour les astronomes. En général, les astéroïdes qui font plus de 140 mètres de diamètre sont considérés comme potentiellement dangereux. Quoi qu'il en soit, si nous sommes informés de l'approche d'un corps spatial, nous pourrons construire des abris remplis de réserves de nourriture et d'eau. Une fois que l'astéroïde sera suffisamment proche, nous pourrons attendre l'impact et ses conséquences à l'intérieur. Mais lorsque les gens reviendront à la surface, ils verront des villes et des villages démolis. Notre planète ressemblera à un désert sans vie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une autre solution qui consiste à empêcher l'impact. Là, nous avons plusieurs options, selon la taille et le matériau de l'astéroïde. Selon la NASA, le moyen le plus efficace est un bélier cinétique. Nous devrons envoyer un objet assez grand et lourd, comme un vaisseau spatial, dans l'espace. Lorsqu'il s'approchera de l'astéroïde, les scientifiques choisiront la trajectoire parfaite et le vaisseau s'écrasera contre le corps spatial. La puissante collision modifiera la trajectoire de l'astéroïde, le faisant passer devant la Terre. Plus ce corps spatial sera éloigné de notre planète, plus il sera facile de le dévier. Une autre option est une explosion contrôlée à la surface de l'astéroïde. La première loi du mouvement de Newton va nous aider ici. Elle stipule que si un corps se déplace à une vitesse constante en ligne droite, il continuera à se déplacer de cette façon à moins qu'une force ne s'exerce sur lui. Donc, si nous provoquons une explosion ou imprimons une force assez importante, l'astéroïde changera de trajectoire. La mesure dans laquelle il se déplacera dépendra de la quantité de force qui lui est appliquée. Nous pouvons aussi faire exploser l'astéroïde de l'intérieur. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de modifier sa trajectoire. Au lieu de cela, nous essaierons de transformer un énorme morceau de roche en un tas de fragments plus petits. Ils se consumeront dans l'atmosphère et ne feront aucun mal à notre planète. Une autre façon est d'utiliser la gravité. Chaque objet lourd a sa propre force gravitationnelle et son propre champ gravitationnel. Notre objectif sera d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde et de le faire voler près de l'intrus. L'astéroïde attirera le vaisseau spatial, mais ses moteurs résisteront. Par conséquent, le vaisseau attirera lentement mais sûrement l'astéroïde vers lui. Cette méthode prendra beaucoup plus de temps, mais progressivement, la trajectoire de l'astéroïde changera et il ne s'écrasera pas sur la Terre. En tout cas, on peut l'espérer. Nous pourrions aussi utiliser l'énergie solaire. Nous pouvons construire une station spatiale avec un système de lentilles grossissantes géantes. Puis, nous enverrons cette station plus près du Soleil. Lorsque nous repérerons un astéroïde, nous dirigerons les lentilles dans sa direction et nous concentrerons le faisceau sur le corps spatial. La chaleur du Soleil provoquera l'évaporation de la matière de l'astéroïde. Cela finira par faire changer la trajectoire de l'intrus. De grands troupeaux de dinosaures courent dans la forêt. La température augmente rapidement et tout ce qui se trouve derrière eux commence à prendre feu. Certains dinosaures se retrouvent coincés dans des marécages et ne peuvent en sortir. Des ptérodactyles volent au-dessus de leur tête alors qu'ils tentent d'éviter la déflagration qui va bientôt recouvrir la Terre. Cet événement s'est produit il y a environ 66 millions d'années. Il a anéanti presque tous les êtres vivants sur Terre. Les oiseaux et les dinosaures volants sont les seuls à avoir survécu à la plus grande extinction de tous les temps. Et ne me reproche rien, je n'étais pas là à l'époque. Descendons le long de l'arbre de l'évolution pour voir le premier oiseau du monde, l'Archéoptérix.
Il avait la taille d'un corbeau de notre époque, mais ressemblait à un petit dinosaure avec des plumes. Il avait de nombreuses petites dents coniques, presque comme les alligators. C'est parce que l'Archéoptérix était plus proche des reptiles que des oiseaux. Cependant, son cerveau était 3 fois plus grand que celui de ces reptiles. Bien qu'il ait eu des ailes avec des plumes, il pouvait difficilement voler comme les oiseaux modernes. Les articulations de ses épaules ne lui permettaient pas de soulever ses ailes au-dessus de son dos. Donc, il ne pouvait pas faire un battement d'ailes complet. Le plus probable est qu'Archéoptérix était capable de vol plané avec de petits battements d'ailes. L'évolution a ensuite mené à des espèces plus évoluées capables de voler complètement. Les ptérodactyles. Ces animaux n'avaient pas de plumes, mais des membranes faites de peau et de muscles. L'envergure de leurs ailes était à peu près de la longueur d'une jambe humaine. Ils pouvaient voler parfaitement et attraper des poissons et des petits animaux. Bien que les dinosaures qui volaient pouvaient facilement distancer les prédateurs terrestres, comme les vélociraptors et les T-Rex, la plupart d'entre eux n'ont pas survécu à l'impact d'une météorite géante. Examinons cet événement étape par étape pour voir comment ils sont arrivés à notre époque. 10 minutes avant le choc de la météorite. Un énorme rocher de la taille de l'île de Manhattan se déplace vers la Terre dans l'espace. Il pèse 460 trillions de tonnes. C'est comme 3 trillions de baleines bleues, les mammifères les plus lourds qui aient jamais vécu sur Terre. Et il s'approche de notre planète à 19 km par seconde. À cette vitesse, il pourrait traverser l'océan Atlantique en seulement 4,5 minutes. C'est 2 fois plus rapide que la vitesse à laquelle nos vaisseaux spatiaux modernes peuvent voler. 5 secondes avant le crash de la météorite. Oh, ça devient tendu. La force gravitationnelle de la Terre continue d'attirer cette météorite géante. Elle fait un trou dans notre atmosphère et crée un bruit sec si fort que l'on peut l'entendre de l'autre côté de la Terre. Tous les animaux de notre planète se réveillent en panique. Ils lèvent la tête et voient un énorme rocher qui commence à brûler dans l'air. De plus petits fragments commencent à se détacher de la météorite principale. Ce feu est si brillant qu'il éclaire presque comme le soleil. Les dinosaures volants et autres ancêtres des oiseaux modernes sont les premiers à sentir le danger. Ils se dirigent vers le ciel et essaient de s'éloigner le plus possible du lieu de l'impact pour sauver leur vie. Le moment de l'impact. La masse colossale et la vitesse de la météorite lui confèrent une énorme quantité d'énergie. Dès qu'elle touche la Terre, elle provoque une explosion de 150 trillions de tonnes de TNT. L'onde de choc arrache littéralement des morceaux de notre planète et les projette en l'air. Un énorme mur d'énergie commence à se déplacer du point d'impact dans toutes les directions. Il arrache les arbres avec leurs racines et les pousse au sol comme des dominos. L'onde de choc entoure complètement notre planète. Cette énergie se transforme en chaleur. Tout ce qui se trouve autour du site de l'impact commence à s'enflammer. Les jungles vertes et les arbres se transforment en charbons ardents en quelques secondes. Le sol et les rochers s'évaporent tout simplement. La collision a provoqué un énorme tremblement de terre. Certains dinosaures sont peut-être tombés dans les fissures apparues dans le sol. Un fort tremblement de terre a provoqué un tsunami avec des vagues plus hautes que l'Empire State Building. Les dinosaures qui n'étaient pas piégés dans les forêts en feu ont été emportés par les énormes vagues. Les dinosaures d'Amérique du Nord tentent de s'échapper en courant vers le nord. Mais le raz-de-marée les rattrape inévitablement. Les dinosaures volants n'ont aucun problème avec les tremblements de terre ou les tsunamis. Ils volent assez haut pour éviter les vagues géantes, mais ils devront faire face à la chute continue de débris de météorites. 5 minutes après le crash de la météorite, une pluie de météorites composée de fragments de rochers géants continue de tomber sur la Terre. Certaines météorites ont la taille d'une voiture, d'autres ressemblent plutôt à un grand bâtiment. Des cendres et de la poussière s'élèvent dans l'air. Leur température est si élevée qu'elles fondent et se transforment en lave liquide, puis retombent sur Terre, provoquant de nouveaux incendies. Les pluies de météores posent également des problèmes aux dinosaures volants. Ils doivent manœuvrer et esquiver les roches chauffées à blanc qui tombent. Les températures élevées sont un énorme problème pour eux, car elles peuvent leur faire perdre leurs plumes. Et sans plumes, ils ne sont pas capables de voler. 10 heures après le crash de la météorite. Pendant tout ce temps, les dinosaures n'ont cessé de courir vers le nord. Ils se sont retrouvés dans un territoire inconnu avec de nombreux marécages. Les dinosaures géants, comme les T-Rex, ont des jambes aussi longues que la taille d'un humain adulte. Ils ont une chance de passer à travers ce terrain, mais s'ils tombaient, ils ne pourraient jamais se relever. Les dinosaures plus petits, comme le Triceratops, avaient des jambes courtes, et eux ne pouvaient pas traverser ces marécages denses. 1 mois après le crash de la météorite, 15 trillions de tonnes de cendres ont été éjectées dans notre atmosphère. Un nuage géant a bloqué le soleil et la Terre a été plongée dans l'obscurité totale. Les plantes survivantes n'ont pas pu se nourrir de l'énergie du soleil et ont cessé de produire de l'oxygène.
Les dinosaures qui ont survécu peuvent à peine respirer à cause du manque d'air et de la grande quantité de poussière. Le manque de soleil dans le ciel a fait disparaître le phytoplancton. De nombreux animaux marins se sont retrouvés sans leur seule ressource de nourriture. La poussière et les cendres dans l'atmosphère empêchent notre planète de recevoir la chaleur du soleil et la température commence à baisser. L'endroit où est tombée la météorite était riche en soufre. Cet acide toxique s'est évaporé au moment de l'impact et a formé des nuages. Il y a maintenant des pluies acides sur la Terre. Les dinosaures volants doivent maintenant se cacher de ces pluies. Ils doivent rester dans des grottes et ne peuvent pas sortir pour trouver de la nourriture. Jusqu'à présent, un grand nombre de dinosaures terrestres et volants ont survécu. Ils sortent pour voir les conséquences de la catastrophe. Le site de l'impact se trouve dans l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Le cratère de Chicxulub est situé ici. Il fait environ 150 km de large, comme la moitié de tout le lac Michigan, et il est profond de 19 km. Tu pourrais y plonger tout le mont Everest, et il resterait 10 km d'espace disponible. Ce n'est pas l'impact lui-même qui a fait disparaître les dinosaures, mais la faim. Le feu a détruit la plupart des plantes que les dinosaures herbivores mangeaient. Sans nourriture, leur nombre a diminué rapidement. Les dinosaures prédateurs n'avaient rien à manger non plus. Les pluies acides et la disparition du phytoplancton ont menacé toute la vie marine. Même si les oiseaux étaient parvenus à éviter le souffle de l'explosion et le tsunami, ils manquaient eux aussi de nourriture. Environ 80% des oiseaux n'ont pas survécu à l'extinction. Le problème est que toutes les forêts de la Terre ont été détruites. Or, la plupart des oiseaux nichent et vivent dans les arbres. En outre, les forêts étaient toujours pleines de nourriture, de toutes sortes de fourmis et de termites, aux insectes volants et aux petites souris. Seules les espèces qui vivaient sur le sol et pouvaient voler ont donc survécu. Il est très probable qu'elles se nourrissaient des graines des petites plantes survivantes. Cette habitude a fait que les dinosaures volants ont perdu leurs dents au cours de l'évolution. Au lieu d'avoir des mâchoires avec un tas de dents pointues, ils ont obtenu de longs becs pour attraper de minuscules graines sur le sol. Même si la Terre semble alors être un endroit terrible pour vivre, les oiseaux ont connu un boom évolutif. Ils ont dû parcourir de longues distances à la recherche de nourriture. Leurs ailes sont devenues plus fortes, ils se sentent également à l'abri des prédateurs qui les considéraient auparavant comme de la nourriture. Aucun T-Rex ne peut plus désormais surprendre un oiseau en plein sommeil. Environ 1000 ans après la collision, les premières forêts denses sont réapparues. Cela a donné un autre grand coup de pouce à l'évolution. 1 million d'années plus tard, des forêts pleines de nourriture sont peuplées par les ancêtres des oiseaux-souris actuels. Et 65 millions d'années plus tard, à l'époque moderne, nous avons environ 10 000 espèces d'oiseaux. Pigeons, corbeaux, aigles et faucons, même les pingouins, ce sont tous des descendants des dinosaures. Mais il y a eu d'autres survivants. Certains ancêtres des alligators et des crocodiles ont pu s'adapter à des conditions changeantes. Environ 80% des espèces de tortues ont réussi à survivre à cette gigantesque extinction. Et leurs descendants vivent aujourd'hui parmi nous. Les serpents et les lézards ont également été capables de survivre à ces temps difficiles dans leur terrier. Même certains mammifères, comme les monotrèmes, ont survécu. Cet animal de la taille d'un hérisson a pu continuer à évoluer. Plusieurs millions d'années plus tard, ces mammifères ont évolué en primates qui ont ensuite donné naissance à l'homme moderne. Et beaucoup plus tard est apparu l'iPhone. Les statues Moai se dressent fièrement sur l'île de Pâques depuis des centaines d'années. À l'époque, les habitants ont fait d'énormes efforts pour sculpter ces figures grandioses. Et puis, ils ont soudainement arrêté. Pourquoi ? Essayons de percer ce mystère. L'île de Pâques, située à 4000 km à l'est de Tahiti, a une superficie de 163 km². À ce jour, c'est l'une des îles les plus isolées du monde. Autrefois, elle était couverte de forêts, remplies de différentes espèces d'arbres et fougères. Mais lorsque les premiers humains sont arrivés sur l'île vers l'an 400, les forêts ont lentement commencé à disparaître. Et à partir de l'an 1250 environ, les statues Moai ont commencé à apparaître un peu partout. Les locaux les fabriquaient à partir de différents types de roches, cendres volcaniques compressées, basalte, trachyte et scories rouges. Comme il s'agit d'une île volcanique, ce sont tous les ingrédients que les créatures des statues utilisaient. Une fois que les bâtisseurs avaient terminé leur travail, ils recouvraient les statues de pierre ponce. Les visages des statues sont différents. Elles ont toutes des sourcils épais et de grands nez, mais avec des expressions distinctes. Leurs bras sont sculptés directement dans leur corps. Certains ont des chapeaux sur la tête. Il y a près de 900 statues sur toute l'île, et elles varient en taille. La hauteur moyenne est de 4 mètres.
et les plus grandes atteignent 10 mètres de hauteur et pèsent jusqu'à 82 tonnes. Comme les statues ont tant de visages différents, il existe des théories selon lesquelles elles représentent et honorent des ancêtres, des chefs et d'autres personnages importants qui ont vécu sur l'île. Mais sans aucune preuve tangible, il est presque impossible de comprendre le véritable objectif des Moai. Autrefois, elles se dressaient magnifiquement le long de la côte, veillant sur les locaux vivant dans des villages. Et leur dos était tourné vers le monde des esprits de la mer. Lorsque les Européens ont découvert les statues Moai dans les années 1700, beaucoup d'entre elles étaient déjà tombées. Et la construction des statues s'était arrêtée bien plus tôt que cela. D'énormes efforts ont été déployés pour fabriquer ces statues. Les artisans experts passaient beaucoup de temps à les sculpter lentement avec des pioches rudimentaires. Une équipe contenant jusqu'à 6 personnes pouvait travailler dur pendant une année entière pour fabriquer une seule statue. Ensuite, ils devaient souvent la transporter jusqu'à son emplacement final sur l'île, sur une distance pouvant aller jusqu'à 18 km. Grâce à la datation au carbone, les experts ont réussi à déterminer que les statues ont commencé à apparaître vers l'an 1250. Et puis, soudainement, vers 1500, le processus s'est tout simplement arrêté. Les créateurs des statues ont simplement laissé leurs burins là où ils les avaient utilisés pour la dernière fois. Et seulement un quart de toutes les statues ont effectivement été placées là où elles étaient censées être. La moitié d'entre elles se trouvent encore dans les carrières, tandis que d'autres ont été laissées sur le sol à mi-chemin. Quelque chose s'est passé sur cette île, qui a conduit les habitants à se désintéresser totalement des statues. Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle cela a pu se produire, et elles sont principalement liées à la déforestation. Les habitants de l'île utilisaient peut-être du bois pour déplacer les statues à travers l'île, à l'aide de traîneaux et de cordes, ou de rondins pour faire rouler les statues, ou de radeaux pour les faire flotter. Le bois a fini par s'épuiser. Les arbres de l'île mettaient très longtemps à repousser, et les rongeurs mangeaient la plupart des graines. Les habitants utilisaient le bois à de nombreuses fins. Ils en avaient besoin non seulement pour des choses pratiques, mais aussi pour créer d'autres statues. Une autre raison pour laquelle les habitants de l'île ont pu arrêter de construire les statues pourrait être qu'ils se sont consacrés à d'autres projets. Les rocailles devenaient de plus en plus courantes avec une population croissante. Or, ces rocailles étaient excellentes pour le sol, le gardant au chaud et le fertilisant en même temps. Les insulaires consacraient beaucoup de temps et d'efforts à tailler ces rocailles, et ils n'avaient tout simplement plus assez de temps pour la construction et le déplacement des statues. Une autre théorie suggère que les croyances des locaux ont changé avec le temps. On suppose qu'autrefois, les habitants de l'île voyaient les statues comme un lien avec leurs ancêtres. Mais après un certain temps, les rituels décrivant une démonstration de force et d'endurance sont devenus plus répandus. Et avec ces rituels, les insulaires ont commencé à sculpter des images liées aux oiseaux de mer. Ces derniers sont devenus le principal animal de l'île. Les gens ont commencé à croire que leurs ancêtres les regardaient à travers les oiseaux au lieu des statues. Il n'y avait donc plus de raison de construire les Moai. Quel que soit le degré de véracité de ces théories, le principal problème était que la petite île ne pouvait plus supporter une population croissante. Ce qui était autrefois une terre luxuriante couverte de forêts est rapidement devenu un paysage stérile. Pendant les premiers siècles, les gens dépendaient des ressources forestières. Mais l'agriculture a pris de l'ampleur quelque temps après 1550, lorsque les forêts ont disparu. Les tribus qui travaillaient autrefois ensemble pour construire les fantastiques monolithes ont fini par entrer en compétition les unes avec les autres. Dans cette lutte pour les terres et les ressources, les statues Moai ont été renversées, car les gens voulaient réduire leur importance. Au cours des siècles suivants, toutes les statues ont été renversées, mais pas toujours délibérément. Beaucoup sont tombées naturellement après avoir été négligées pendant si longtemps. Certaines ont même fini dans les eaux de l'océan entourant l'île. Elles y sont restées un certain temps. Mais certaines de ces statues ont connu une deuxième vie. Elles ont été réédifiées, offrant une magnifique expérience aux visiteurs du monde entier. Si tu fais un voyage jusqu'à cette île isolée, la première question que tu te poseras ne sera probablement pas de savoir comment les statues ont été construites ou déplacées. Ce sera plutôt comment diable quelqu'un a-t-il pu arriver jusqu'ici en premier lieu. C'était l'un des exploits les plus incroyables qui soient. Les Polynésiens ont sans nul doute fait des choses assez extraordinaires. Dès 1500 avant Jésus-Christ, ce peuple de marins a commencé à explorer le monde. Ils ont utilisé les inventions marines les plus avancées de leur époque. Ils ont traversé l'océan en catamaran et en bateau à balancier, en commençant par l'Asie du Sud-Est et en peuplant de nombreuses autres régions dans le Pacifique. Ils sont allés aussi loin que l'actuel Hawaï au nord en 900 avant Jésus-Christ et l'actuelle Nouvelle-Zélande au sud en 1200 avant Jésus-Christ. Et le voyage le plus lointain vers l'est a été bien sûr l'île de Pâques.
En seulement quelques centaines d'années, ces premiers navigateurs ont peuplé une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ils mémorisaient simplement les endroits où ils étaient déjà allés, et de cette façon réussissaient à naviguer sur l'océan. Ils utilisaient un large éventail de techniques. Ils observaient le ciel lorsqu'il se levait et se couchait, tandis que la nuit, les étoiles les aidaient. Si le temps était couvert et que les marins ne pouvaient pas s'orienter visuellement, ils utilisaient d'autres méthodes brillantes. Ils observaient notamment le mouvement des courants océaniques et les motifs des vagues, et prêtaient attention à la bioluminescence dans l'eau. Ces motifs les aidaient à trouver l'emplacement d'îles spécifiques. Ces marins comprenaient même comment les îles et les atolls au loin provoquaient des motifs d'interférences aériennes et maritimes. Les oiseaux leur fournissaient aussi de précieux indices. Certains d'entre eux migraient sur de longues distances d'une île à l'autre, ce qui donnait aux marins une sorte de lien visuel pour leur itinéraire. D'autres types d'oiseaux avaient des périodes d'alimentation spécifiques. Les marins savaient quand et où ils chassaient et dirigeaient leurs bateaux en fonction des endroits où ces oiseaux se nourrissaient. Les Vikings ont sans doute reçu beaucoup trop de mérite par rapport à leurs aptitudes maritimes. Alors qu'ils utilisaient une boussole solaire, les premiers Polynésiens se fiaient uniquement à leur connaissance de la façon dont la nature elle-même pouvait les guider. Leurs compétences étaient si avancées qu'en 1769, le capitaine James Cook, un célèbre explorateur anglais, a même engagé un navigateur polynésien pour ses connaissances approfondies des mers. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce navigateur a dessiné une carte de mémoire. Elle couvrait une région de 3200 km de large. Dans cette région, il y avait 130 îles, et le navigateur connaissait 74 de ces îles par leur nom. Au début de leur voyage, le capitaine Cook a souvent ignoré les conseils du navigateur. Mais vers la fin de leur voyage, il a été très impressionné. Il a également reconnu les Polynésiens comme étant probablement le peuple le plus répandu sur Terre. Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange, en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue. Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque soudain tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie. Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas, et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante, beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau.
Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface, qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement. Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour. Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'ils se présentent ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent t'alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret ? Des poils supersensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait, et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas. Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère. Peux-tu sentir l'ozone dans l'air ? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétrichor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte. Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique. Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer ? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond ? Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler. Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement. Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol. Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions.
Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent. Et si tu entends un léger grondement ou des bruits inhabituels comme des rochers qui s'entrechoquent, cela peut signifier que des débris sont déjà en route vers toi. C'est évidemment le signe qu'il faut se mettre à l'abri immédiatement. Personne n'aurait jamais pu imaginer que l'insubmersible Titanic entrerait en collision avec un iceberg, à l'exception d'un homme, William Thomas Stead. Enfin, pas comme ça, d'un coup, bien entendu. Ce n'est pas comme s'il s'était réveillé en sursaut un beau jour en imaginant le désastre du Titanic. Il a plutôt écrit une nouvelle édifiante, intitulée « Comment le paquebot postal sombrera au milieu de l'Atlantique par un survivant le 3 mars 1886 », soit 26 ans avant le naufrage du Titanic. Récapitulons brièvement. Le Titanic se rendait à Southampton, à New York, à travers l'Atlantique Nord en avril 1912. Le navire a heurté un iceberg et moins de 3 heures plus tard, il était complètement submergé. Sur les 2208 personnes à bord, seuls 706 ont survécu, en raison du nombre limité de canaux de sauvetage et de l'eau glacée. Un autre navire de passagers, le Carpathia, a entendu son appel de détresse, recueilli les survivants et les a ramenés sains et saufs à New York. La nouvelle écrite par William Stead raconte l'histoire de Thomas, un marin britannique, qui monte à bord d'un paquebot à destination des États-Unis. À un moment donné, le protagoniste se rend compte qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde à bord du navire, au cas où quelque chose se produirait. Quelques jours plus tard, un épais brouillard cache toute visibilité. Le navire joue clairement de malchance, puisqu'il entre en collision avec un vaisseau errant, tout comme le Titanic a heurté son iceberg. Seuls 200 des 916 passagers parviennent à atteindre les États-Unis sains et saufs. Le personnage principal réussit néanmoins à survivre en sautant à l'eau et en grimpant dans l'un des canaux de sauvetage. On pourrait penser que cette histoire aurait incité tous les armateurs à ajouter des canaux de sauvetage supplémentaires sur les navires. Mais malheureusement, elle a reçu très peu d'attention lors de sa publication. Encore plus tragique, William Thomas Stead se trouvait à bord du Titanic lorsqu'il a coulé, et il n'a pas survécu. Les survivants qui avaient fait la connaissance de Stead ont mentionné que c'était un homme affable qui aimait beaucoup discuter pendant les repas. Il admirait la conception du navire et louait sa robustesse. Des témoins ont également relaté qu'il s'était montré digne d'éloges alors que le navire sombrait, en cédant son gilet de sauvetage à un autre passager. Journaliste de métier, il se rendait à New York pour une cérémonie. L'une de ses plus importantes contributions au journalisme moderne aura été l'emploi d'illustrations dans chacun de ses articles. Il a également introduit les interviews de presse qui sont encore utilisées aujourd'hui, de même que les illustrations. Mais cette histoire n'était pas le seul ouvrage à avoir prédit une telle catastrophe. Morgan Robertson était un auteur et un ancien capitaine de navire qui écrivait des nouvelles et des romans. Son œuvre la plus remarquable est Le naufrage du Titan. Elle est également connue sous le nom de Futility. Le livre a été écrit en 1898, soit 14 ans avant le Titanic. Il s'agit d'une fiction relatant l'aventure du Titan, un paquebot similaire au Titanic, qui traverse l'Atlantique Nord. Par une incroyable coïncidence, le Titan est aussi rapide que le Titanic et partage de nombreuses autres similitudes avec lui, comme sa taille ou sa conception. Le livre le décrit comme insubmersible et comme le plus grand navire à jamais fendre les mers. Et c'est aussi ce que l'on disait du Titanic. Une autre similitude étrange est le nombre limité de canaux de sauvetage dont il dispose. L'histoire se déroule en avril, et c'est à ce moment-là que le Titanic a justement commencé son voyage et heurté un iceberg. L'histoire du Titan mentionne également que presque personne ne survit à l'horrible accident. Contrairement à l'histoire de Stead, le protagoniste de Robertson emprunte un chemin différent. Le naufrage du Titan se produit quelque part au milieu du livre. Ainsi, après la catastrophe, le personnage principal poursuit sa vie. Ce livre est revenu sur le devant de la scène après le désastre du Titanic. Comment quelqu'un pouvait-il décrire avec autant de précision les événements qui se dérouleraient près de 10 ans plus tard ? Beaucoup ont commencé à croire que Robertson pouvait deviner l'avenir, mais en réalité, Robertson s'y connaissait tout simplement en navire. Il lui aura été facile de décrire les détails les plus infimes sans faire de recherches supplémentaires. En réalité, l'une des plus grandes menaces pour les navires de l'époque était de heurter un iceberg ou d'entrer en collision avec d'autres navires. L'histoire suivante semble quelque peu mystérieuse. Un jour, Alex Mackenzie a entendu une voix qui l'a averti de ne pas monter à bord du Titanic. Mais quand il s'est retourné, il n'y avait personne. Alors qu'il continuait de marcher, la voix lui a parlé de nouveau. Mais cette fois, elle était plus forte et plus distincte.
Il a pris l'avertissement au sérieux et décidé d'annuler son voyage et de retourner à Glasgow en Écosse, sa ville natale. Ses grands-parents n'étaient pas très contents de le retrouver au bercail plutôt qu'à bord du Titanic. Après tout, le billet coûtait très cher. Cette déception s'est très vite dissipée lorsqu'ils ont appris que le navire avait heurté un iceberg. John Coffey était membre de l'équipage du Titanic, mais il a décidé d'abandonner le voyage lorsque le paquebot s'est arrêté dans sa ville natale de Queenstown en Irlande. Sa voix intérieure lui a dit de quitter le navire, ce qu'il a fait. Il n'avait que 23 ans à l'époque. Et pour quelqu'un de son âge, ça aurait pu être un coup de pouce majeur à sa carrière et une occasion de s'épanouir. Toutefois, cette horrible tragédie n'a pas empêché notre homme de signer à bord du RMS Mauritania, quelques mois seulement après le naufrage du Titanic. Tu parles d'un engagement. Des informations supplémentaires ont été dévoilées sur ce qui a pu contribuer au désastre du Titanic. Les constructeurs ont insisté sur le fait que le navire était insubmersible, mais de nombreuses personnes ont ensuite émis l'hypothèse que les plaques d'acier du navire étaient trop fragiles pour les eaux glaciales de l'Atlantique. Cela a pu faire sauter les rivets, permettant à l'eau de l'océan de s'infiltrer à l'intérieur. Une autre théorie veut qu'un incendie se soit déclaré sous les ponts du Titanic, qui aurait fait rage pendant 3 semaines avant le voyage. Ce feu aurait pu ramollir l'acier, permettant à l'iceberg de le déchirer comme un couteau dans du beurre. Certaines photos prises avant que le navire ne parte en voyage montrent des marques noires sur la coque, qui pourraient avoir été causées par le feu. Quoi qu'il en soit, l'iceberg aurait de toute façon causé des dommages importants, qu'il y ait eu un incendie ou non. Certaines personnes blâment également les concepteurs du Titanic. Le navire avait été construit avec de grands joints à sa base, qui se sont probablement rompus facilement lors de la collision. Bien sûr, ce ne sont là que des théories, mais nous savons avec certitude que l'iceberg était l'antagoniste principal de ce drame et que les travaux de Stead et Robertson auraient dû être pris au sérieux. Quoi qu'il en soit, cela servira de leçon à l'avenir et permettra d'éviter des tragédies similaires. Au fait, les paquebots et les navires de passagers n'existeraient pas sans Thomas Newcomen. En 1712, il a inventé un moteur à vapeur si puissant qu'il pouvait produire suffisamment d'énergie pour propulser un navire. Et c'est un siècle plus tard, en 1819, que le premier bateau à vapeur a traversé l'océan Atlantique jusqu'à Liverpool au Royaume-Uni. Il ne lui aura fallu que 29 jours pour traverser l'océan. L'industrie maritime du transport de passagers a connu un essor au début des années 1900, lorsqu'il est devenu plus facile pour les gens d'émigrer en Amérique ou de partir en vacances. Au fil des décennies, l'avion a fini par supplanter les navires de passagers, car les aéronefs étaient plus rapides et plus efficaces. De nos jours, il est assez rare qu'un navire de passagers entre en collision avec quoi que ce soit en pleine mer. Les technologies modernes permettent de détecter tout ce qui pourrait constituer une menace et même de prévoir les tempêtes. De nos jours, les bateaux de croisière sont des géants comparés aux navires de l'époque du Titanic. Les navires d'aujourd'hui peuvent transporter près de 2 fois plus de passagers et disposent d'équipements dont les gens de l'époque ne pouvaient que rêver. La plupart de nos navires de croisière proposent plusieurs restaurants, plusieurs piscines et des salles de jeu où se détendre. Si vous êtes d'humeur à vous amuser, vous pouvez même assister à des spectacles. Et n'oublions pas la possibilité d'accueillir des hélicoptères. Aucune raison de s'inquiéter en cas de malaise. Des médecins de bord sont toujours là pour aider les passagers qui en ont besoin. Et ces navires ne vont que s'agrandir dans le futur. La différence entre le Titanic et un navire de croisière moderne est à peu près comparable à celle d'un Corgi et d'un Doberman. À son époque, le Titanic était le navire le plus grand et le plus avant-gardiste dont on puisse rêver. Alors, qui sait ce que l'avenir des paquebots de croisière nous réserve ? Il pourrait même finir par abriter des villes entières. Voilà qui ferait un très gros bateau.